Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par l'association Alim 50+ et l'Institut Nutrition. On va laisser un petit peu le temps aux très nombreux inscrits de nous rejoindre et puis on va lancer les discussions, les échanges. Bon. Je vois. Vous êtes presque 300 inscrits ce matin, donc c'est vraiment une grande réussite. Preuve que le sujet intéresse. Voilà. Bonjour à tous, vous nous écrivez sur le chat, c'est super. Merci. Merci d'être là. Allez, on attend 11h03 et puis comme on a plein de choses passionnantes à se dire, on lance. Merci de votre ponctualité aussi, hein. Super. Hop. François, est-ce que tu te sens prêt à dire quelques mots sur l'origine de ce webinaire? Tout à fait, tout à fait. Alors, je te laisse la parole. Ah, bien. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis François Guillon. J'ai l'honneur de présider cette association Alim 50+. Et nous avons eu la bonne idée avec l'Institut Nutrition, qui est adhérente de l'Alim 50+, d'organiser ce webinaire sur l'alimentation végétale et les seniors. C'est vraiment un sujet d'actualité et c'est un sujet où il se dit beaucoup de bêtises. Et heureusement, nous avons avec nous deux des meilleurs spécialistes de la question, que personnellement je connais de longue date, Jean-Michel Le Cerf, donc responsable du département nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, dont nous avions déjà parlé du sujet il y a 5 ans, et puis en 2015 à Milan, dans le cadre d'un colloque sur le bien-être. Et Dominique Dardevet, que j'ai eu la chance d'écouter lorsqu'il a été auditionné récemment par le CNA dans le cadre du groupe de concertation sur le bien vieillir et les seniors, le bien vieillir et l'alimentation. Et donc, vous avez, et nous avons tous la chance d'avoir ces deux intervenants de grande qualité. Voilà, c'est pour ça que c'est un événement important auquel vous avez tous répondu, puisque d'après Anne, nous sommes, je ne sais pas combien, beaucoup. Voilà. Anne, je te repasse la parole. Oui, moi quelques mots sur les deux structures qui co-organisent le webinaire. Moi, je suis la déléguée générale de l'Institut Nutrition. L'Institut Nutrition a été créé en 2020. C'est la fondation de l'entreprise Restalliance. L'objectif de l'Institut Nutrition, c'est de porter des projets de recherche-action de façon à innover pour le plaisir et la santé des mangeurs fragilisés par l'âge, le handicap ou la maladie, et puis de porter une réflexion plus en avant sur les thématiques autour de l'alimentation aujourd'hui et demain. Nos activités s'orientent autour de 3 pôles. 1, soutenir la recherche, et chaque année, nous offrons 10 000 € aux structures médico-sociales ou aux associations pour réaliser un projet de recherche-action qui améliore le comportement alimentaire de ces mangeurs fragilisés. 2, nous conduisons des projets sur le terrain, des projets concrets de recherche-action, de recherche interventionnelle, de façon à tester
in situ des projets innovants, et nous en créons des outils que nous mettons à disposition de nos communautés. Donc tous les outils qui sont issus de nos expérimentations sont librement téléchargeables sur le site de l'Institut Nutrition. Et puis 3, on fait un peu du jus de cerveau. On s'est engagé pour essayer de décrypter, d'anticiper les évolutions sociétales, de se dire que peut-être que demain, ou enfin pas demain, dans 10 ans, peut-être qu'on se nourrira pas exactement pareil qu'aujourd'hui en EHPAD, et de se dire mais en fait quels vont être les signaux faibles, et comment est-ce qu'on va faire évoluer l'offre. Donc voilà un petit peu nos activités. Et puis on a la chance de le faire tout cela de façon connectée à notre conseil scientifique. Donc nous sommes vraiment pas seuls aux manettes à l'Institut Nutrition, même si moi je suis la déléguée générale, mais je m'appuie sur des expertises pluridisciplinaires, et nous organisons et nous avons à cœur de toujours travailler de façon pluridisciplinaire et de décloisonner les savoir-faire et de faire se rencontrer, de faire se dialoguer le monde de la recherche, le monde des cuisines, les mangeurs, et comme ça on organise des webinaires et des rendez-vous comme les rencontres de l'Institut Nutrition, qui est un rendez-vous annuel que nous tenons. Donc voilà, notre propos en tous les cas, c'est toujours de venir re-questionner, repréciser les choses, la science, et puis de façon à ce qu'on sorte avec des évidences et des recommandations applicables très concrètement sur le terrain. Et je laisse la parole à François pour quelques mots sur l'association Alim 50+. Eh bien, écoute, merci Anne. Donc, Alim 50+, est une association professionnelle dont la vocation est indiquée ici, Imaginez ensemble la future alimentation des seniors, et qui va fêter ses 10 ans, justement, le 28 juin. Et je dirai un mot sur l'invitation à venir partager ces 10 ans avec nous. Et vous verrez que c'est à Lyon. Voilà. Donc, c'est une association multimétier, multidisciplinaire, et vous pourrez voir en page d'accueil du site, en bas, il y a un bandeau défilant avec les logos d'un certain nombre de nos adhérents. Il manque dans ces logos de la recherche, de l'industrie, de la restauration, des associations professionnelles, il manque des photos de quelques diététiciennes libérales qui sont également adhérentes. Voilà, donc on travaille depuis 10 ans et on essaye de produire ensemble au sein de groupes de travail, de webinaires comme celui d'aujourd'hui, d'échanges d'expertise, de documentation, de réseaux, de manifestations, de publications, d'influence, etc. Donc on commence à impacter un peu, et eh bien, une manifestation comme celle d'aujourd'hui fait partie de notre mission. Alors, juste encore 2 mots sur l'agenda. Donc, à part le webinaire d'aujourd'hui, il y a 2 autres webinaires. Le rythme est assez intense ces temps-ci. Le 27 mai prochain, c'est-à-dire lundi prochain, un webinaire sur l'alimentation et les maladies neurodégénératives. Le 4 juin, 11 h, un webinaire sur les compléments alimentaires pour seniors. Est-ce que c'est un marché d'avenir? Vous pouvez vous inscrire sur ces 2 webinaires en page d'accueil du site. Vous verrez le lien et vous recevrez le lien de participation. Et puis, je reviens sur ce 28 juin. Alors, 28 juin, on a l'habitude fin juin, de décentraliser, de délocaliser nos assemblées générales, puisque nos adhérents sont de toute la France. Et l'an dernier, c'était à Rennes, ce coup-ci, c'est à Lyon, chez un de nos adhérents, qui est NutriSense, qui nous accueille. C'est juste en banlieue de Lyon. Et le matin, ça sera institutionnel, donc vous ne participerez pas, sauf si vous êtes adhérent. À midi, par contre, à midi et demi, il y a un cocktail déjeunatoire auquel vous pouvez vous inscrire si vous voulez faire le chemin jusqu'à chez NutriSense. Et l'après-midi, alors on verra si c'est accessible à tous ou pas, mais ça m'étonnerait parce que il faut organiser, c'est des groupes assez restreints, mais malgré tout, on aura la chance de tester lors de notre journée
une nouvelle innovation de l'Institut Nutrition qui est une fresque des nutritions. Voilà, donc ça sera une belle journée. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre pour rencontrer nos adhérents administrateurs, l'inscription se fait sur la page d'accueil du site. Voilà, je crois qu'il faut maintenant laisser la parole aux experts. Et Anne, je te relaisse la parole. Merci beaucoup. C'est le docteur Jean-Michel Le Cerf qui va prendre la parole en premier pour ce webinaire. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté d'intervenir. Bonjour Anne. La façon dont va se dérouler ce webinaire, c'est que d'abord on va avoir la présentation de Jean-Michel Le Cerf qui va parler de façon générale des régimes végétariens, végétaliens, autrement parfois appelés avec anglicisme vegan, de les questionner sur est-ce qu'ils sont favorables, est-ce qu'ils sont bons pour la santé, pour la nutrition, est-ce qu'ils apportent suffisamment de bons nutriments pour faire fonctionner le corps. Et en particulier, nous questionnerons l'impact de ce type d'alimentation sur la population senior, puisque c'est le thème précis de notre webinaire. Pendant toute la présentation de Jean-Michel comme celle de Dominique Dardevet, j'ai toujours... Excuse-moi Dominique. Vous pouvez vous servir du chat qui est l'onglet juste à votre droite en bas de l'écran pour nous poser vos questions. On fera un petit point d'étape après la présentation de Jean-Michel pour prendre déjà quelques questions et puis on donnera ensuite la parole à Dominique et on refera également un petit point de questions-réponses et puis à la fin je vous ferai un petit on fera la synthèse de ce qu'on a tous appris ensemble et puis je vous ferai un petit point d'actualité sur l'Institut Nutrition. Le propos de Dominique va être donc on va commencer avec Jean-Michel, comme je vous l'ai dit, sur un propos plus général et qui va se recentrer sur la personne âgée. Et puis Dominique, qui lui est un vrai spécialiste de la nutrition protéique chez les sujets âgés, prendra la parole vraiment sur le profil des protéines en vue de faire reculer ou les risques de dénutrition ou en vue de maintenir un bon état de santé général. Quid des protéines végétales dans la part de protéines qu'il est souhaitable d'apporter sur cette population. Bref, des enseignements très concrets. Donc, je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci d'être avec nous et profitez-en bien parce qu'on a deux intervenants d'exception. Bonjour Anne, merci d'être là pour ce webinaire sur l'alimentation végétarienne et végétalienne avec un focus particulier sur les seniors. J'aurai un propos général mais aussi assez précis sur un certain nombre de points à la fois positifs et moins positifs si on adopte une alimentation végétarienne. La question est de bien sûr savoir s'il faut davantage végétaliser notre alimentation. Oui. Faut-il devenir végétarien ou végétalien? Vous allez attendre un petit peu pour avoir la réponse, en tout cas ma réponse à moi. Donc je commencerai en disant et en rappelant que l'homme est omnivore par nature, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue biologique également. Mais il y a une grande diversité de profils alimentaires sur la planète depuis longtemps. Certaines populations sont majoritairement carnivores, c'était le cas des Inuits. D'autres sont traditionnellement plus végétariens, c'est le cas par exemple des Indiens du Mexique, Tarahumara. D'autres populations ont une dominante lactée, on les appellera lactovores, c'est par exemple certaines populations d'Afrique, les Peuls, les Masaï ou les Fulani, ou également certaines populations d'Asie, en Mongolie par exemple. Et puis il y a des populations qui sont végétariennes. Mais le végétarisme est souvent adopté par nécessité, par déficit d'apport et de disponibilité en aliments sources de protéines animales. Parfois, ce sont des orientations et des choix inspirés par la religion. C'est le cas de certaines populations hindoues, c'est le cas de certains adventistes. Et puis, il y a aussi une ascèse qui est prônée dans certaines traditions monastiques.
que je cite ici, et trappistes par exemple. Mais le végétarisme, c'est vraiment installé comme philosophie à partir du XVIIe et plus franchement du XVIIIe siècle en Angleterre, puis aux États-Unis, avec une poussée plus récente en France depuis quelques dizaines d'années. C'est beaucoup plus récent, même s'il y a des végétariens aussi depuis plus longtemps chez nous. Depuis peu de temps, cette tendance végétarienne s'affirme pour des raisons qui sont soit environnementales, soit de bien-être animal, tout à fait respectables et qu'on n'abordera pas ici. Mais c'est intéressant de l'observer. Alors, 2 chiffres que je n'ai pas mis sur la diapo. Les dernières données statistiques que nous avons sur la disponibilité, sur le profil alimentaire en France, c'est l'étude Agrimaire qui montre qu'il y a 2,2% de végétariens en France et 0,3% de végétaliens. Donc, il faut quand même relativiser cette question. Mais faut-il davantage végétaliser notre alimentation? Faut-il devenir végétarien? C'est ce qu'on va voir après. La suivante. Alors, les régimes végétariens sont extrêmement multiples. Je ne pourrais pas tous les décrire. Par exemple, je ne parlerai pas du 10e stade de l'alimentation macrobiotique où c'est 100% céréales. C'est très peu répandu. Et classiquement, quand on parle de végétarien, c'est ovo-lacto-végétarien, c'est-à-dire qu'on supprime les produits carnés, donc la viande et le poisson. Les végétaliens suppriment, eux, tous les produits animaux, donc la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers, alors que les végétariens gardent les œufs et les produits laitiers. Vegan, c'est d'une certaine façon l'anglicisme. On devrait dire végétalien en France, en français. Mais il y a derrière le mot vegan un côté un peu militant. D'ailleurs, les véganes vont plus loin encore puisqu'ils n'utilisent pas non plus de produits animaux pour différents usages vestimentaires ou autres. Pas de cuir, pas de laine, pas de soie. Et puis, ils ne consomment pas non plus de miel quand ils sont vraiment, je vais dire, extrêmes. Extrémistes serait peut-être un peu péjoratif, donc quand ils sont dans l'extrême. Les pesco-végétariens, c'est finalement des végétariens qui consomment quand même du poisson. Alors, ils ne sont pas végétariens aux yeux des végétariens et encore moins aux yeux des végétaliens, mais ils ont supprimé simplement la viande et éventuellement les œufs. C'est variable. Il y a tous les profils, mais en tout cas, ils ont maintenu le poisson. Alors, flexi-végétarien, c'est un mot qui est un nouveau mot, qui veut dire simplement, finalement, omnivore, mais omnivore raisonnable, c'est-à-dire qu'on a plutôt réduit la consommation de viande par rapport à ce qu'on faisait. On les appelait autrefois des semi-végétariens. Finalement, des semi-végétariens ou des flexi-végétariens, c'est des omnivores qui sont raisonnables. Je ne parlerai pas des fruitariens et des cruditariens, puisque c'est vraiment tout à fait particulier. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même extrêmement complexe parce qu'il y a toutes sortes de profils. Alors, quand on supprime un aliment, la question est de savoir comment on va le remplacer. Vous savez qu'il n'y a pas d'aliments indispensables, seuls les nutriments le sont. Donc, la viande n'est pas indispensable, mais ce qui est indispensable, c'est les protéines, le fer, le zinc et les vitamines B qu'elle apporte. Et il faudra la remplacer. Pour les protéines, bien, Dominique Dardevé va en parler largement. Les protéines végétales font l'affaire le plus souvent. Le lait et les œufs, bien sûr, chez les ovo-lacto-végétariens. Pour le faire, la viande est une très bonne source. On en trouvera un petit peu dans le lait, un petit peu dans les œufs. On en trouvera aussi dans certains aliments végétaux comme les lentilles. Pour le zinc, c'est la même chose. On trouvera un peu dans le lait, un peu dans les œufs, un peu dans les céréales. La question va être celle de la biodisponibilité. J'en reparlerai après. Pour les vitamines B, c'est pareil. On pourra trouver les autres vitamines, les vitamines B dans d'autres aliments que la viande, le lait, les œufs, par exemple. Pour le poisson, bien, les protéines posent peu de problèmes. On en trouvera dans les protéines végétales. Mais par contre, il y a des nutriments qui vont être beaucoup plus difficilement présents si on supprime le poisson. C'est le cas des oméga 3 à longue chaîne et c'est le cas de l'iode.
dont la source n'est pas exclusivement d'origine marine, puisque les produits laitiers en apportent, les végétaux en apportent un peu aussi. On peut en trouver dans les algues. Alors, il y a parfois des apports qui sont même trop élevés. Et pour les oméga 3, à longue chaîne, les microalgues, mais que ce n'est pas des aliments qu'on va consommer facilement, on peut éventuellement en trouver dans l'alimentation animale, par exemple dans les œufs, selon l'alimentation qui aurait été donnée aux poules. Voilà, donc finalement, il y a des solutions avec une petite note sur les protéines végétales qui sera largement développée par Dominique, à savoir qu'elles sont un peu moins efficaces, sauf le soja, mais la complémentation est une très bonne solution chez les végétaliens. La suivante, ce sera davantage développé. Alors, si on ne consomme pas de produits laitiers, parce qu'on est végétalien, il faudra trouver les nutriments qu'apporte le lait. Alors, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a 2000 constituants dans le lait, 400 sortes d'acides gras, des protéines bien spécifiques, comme le lactosérum, riche en leucine, des vitamines qu'on peut trouver ailleurs, mais qui sont quand même bien présentes, A, D et certaines vitamines du groupe B, les minéraux, l'iode, le sélénium, le fer, le calcium. Alors, on peut trouver ces minéraux dans le monde végétal, mais ce n'est pas si simple que ça, parce que les quantités qui doivent être consommées sous forme de légumes ou de fruits, par exemple, sont assez importantes, voire très importantes, au risque de déséquilibrer la ration. Pour les amandes, c'est la même chose, au risque d'avoir un apport énergétique trop élevé. Donc, ce n'est pas si simple. On pourra trouver du calcium, par exemple, dans les eaux minérales. C'est pas mal. La biodisponibilité est bonne pour les eaux minérales et pour la plupart des produits végétaux pour le calcium, excepté pour les épinards. Voilà, alors j'ai cité de façon anecdotique les arêtes de poisson. Les végétaliens, bien sûr, n'en prendront pas. Et puis, c'est pas très pratique. On peut manger les arêtes des sardines. Et c'est pourquoi être pesco-végétarien, c'est une bonne formule. Vous voyez donc, il y a des solutions, mais c'est pas si simple que ça de trouver les nutriments qui sont supprimés, des aliments qui sont supprimés chez les végétariens et les végétaliens. Suivante. Alors ça, c'était le côté remplacer les produits animaux nous conduit à devoir avoir d'autres sources de protéines, d'autres sources d'un certain nombre de nutriments que je viens d'évoquer. Mais est-ce qu'il y a des côtés positifs? Ben oui, beaucoup. Il y a beaucoup de côtés positifs à avoir davantage de produits végétaux dans notre alimentation. C'est plus de glucides, ça, c'est pas forcément un élément positif, mais pourquoi pas? C'est pas non plus négatif. Plus de fibres, c'est très bien. Plus d'antioxydants, vitamine C, vitamine E dans une moindre mesure, plus de folate, c'est tout à fait évident, vitamine B9, plus de caroténoïdes, tout ça c'est bien. La biodisponibilité n'est pas toujours au rendez-vous pour tous les nutriments, mais dans l'ensemble, c'est bien. Moins de graisse, ce n'est pas forcément un bénéfice, puisqu'il n'est pas nécessaire de manger peu gras. Ce qui est nécessaire, c'est de ne pas manger trop de calories par rapport à ce qu'on dépense. La question des protéines va être à nouveau posée. Chez les ovo-lacto-végétariens, il n'y a aucun problème. Chez les ovo-lacto-pesco-végétariens, il n'y a aucun problème. Mais quand même, on va avoir des difficultés chez les végétaliens. Et puis, puisque le sujet, c'est les sujets âgés, eh bien, va se poser la question de la quantité. Je reviendrai dessus après. Est-ce que la quantité pourra suppléer la qualité? Est-ce que la quantité trop importante ne va pas être un facteur limitant au sens volume? C'est un point sensible. Le sujet des enfants n'est pas traité ici, mais il faut apporter un focus, une attention toute particulière chez les enfants qui ont des besoins protéiques qui sont tout à fait importants. Et la substitution du lait par des jus végétaux n'est pas du tout recommandée chez les enfants avec des retards de croissance qui peuvent être observés. Il y a quand même des côtés très positifs, je le répète, les effets sur le microbiote, un score de diversité alimentaire qui est meilleur, donc tout ça c'est bien. Il faut le dire pour affirmer qu'il est utile de végétaliser un peu plus notre alimentation quand elle est trop
carnet. Suivante. Alors, tout ça est l'objet de très nombreuses études. Quand on regarde les apports en micronutriments chez les végétariens et les végétaliens par rapport aux omnivores, qu'est-ce qu'on observe? Je parle bien des apports ici. Eh bien, on observe que les apports sont plus faibles de façon très nette chez les végétaliens pour le fer, le zinc, l'iode, les oméga 3, le calcium et de façon beaucoup plus faible, voire dramatiquement faible pour la vitamine B12. Il y a un autre nutriment qui n'est pas tellement connu mais qui est intéressant, c'est le coenzyme Q10, qui est également plus faible chez les végétaliens et chez les végétariens, mais surtout chez les végétaliens à nouveau. Chez les végétariens, il peut y avoir des déficits d'apport, mais il faut aussi souligner que chez les omnivores, il y a aussi des déficits d'apport. Donc, l'alimentation omnivore de nos contemporains est loin d'être parfaite et toujours satisfaisante, y compris en fer, en zinc, en calcium, etc. Donc, il ne faut pas idéaliser l'alimentation omnivore de nos contemporains. Mais au-delà des apports, il y a ce qu'on appelle le statut biologique, c'est-à-dire ce qu'on retrouve dans le plasma, dans le sang. Parce que les apports sont une chose, mais si la biodisponibilité, l'absorption n'est pas parfaite, on aura quand même un statut biologique qui sera non satisfaisant. Suivante. Et sur ces statuts biologiques, avec des bilans sanguins, urinaires, voire osseux, on a beaucoup de données et on retrouve à nouveau une situation beaucoup moins favorable chez les végétaliens que chez les végétariens. Et puis, chez les végétariens, quand même, une diminution des réserves en fer, une diminution du statut osseux, de façon beaucoup plus forte encore chez les végétaliens, une diminution du statut en iode, à nouveau plus bas chez les végétaliens, une diminution du statut en oméga 3, et puis un effondrement du statut en vitamine B12, éventuellement dans une moindre mesure en ubiquinol, qui est le reflet des apports en coenzyme Q10, et en vitamine D, 25-OHD. Donc vous voyez, il y a quand même des problèmes qui se posent, et il va falloir aller encore plus loin, notamment regarder l'état de santé des personnes végétariennes et végétaliennes. La suivante. Alors, avant d'y passer, un petit mot sur la vitamine B12, dont vous savez qu'elle est exclusivement d'origine animale, et donc le statut est déficitaire chez un très grand nombre de végétaliens et dans une moindre mesure chez un petit nombre de végétariens. Vous voyez que les chiffres sont sans appel. Le statut est considéré comme déficitaire en dessous de 150 millimoles par litre de vitamine B12. 52% des végétaliens ont un statut qui est déficitaire. Chez les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes et les adultes sujets âgés, c'est également très important, surtout chez les végétaliens, j'insiste. Alors, quelles sont les conséquences? Eh bien, il y a des anomalies sanguines, ce qu'on appelle une hyperhomocysténémie qui augmente le risque de thrombose, une anémie dans des cas sévères, une sclérose combinée latérale qui est une maladie neurologique, des altérations cognitives, des tendances dépressives, une altération de l'intégrité microstructurale de l'hippocampe. Alors, vous allez dire, nous, on connaît beaucoup de végétaliens qui vont bien. Je rappellerai simplement que les réserves en vitamine B12 sont de 3 à 5 ans dans le foie et qu'au début, tout va bien, au bout de quelques années, tout va mal. Donc, il faut être très, très attentif. Il faut absolument supplémenter les personnes végétaliennes. Et bien sûr, on va en tirer des conséquences sur les indications qui doivent être extrêmement réservées de l'alimentation végétalienne dans les populations fragiles. La suivante. Alors, il y a des bénéfices, je vous le disais, puisque l'alimentation végétarienne, ovo-lacto-végétarienne et végétalienne est associée à une diminution du risque de maladies coronariennes, de diabète de type 2 de façon tout à fait significative, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de nutriments favorables qui sont largement présents et plus que dans une alimentation omnivore déséquilibrée. En fait, on va voir que l'omnivorisme a intérêt à s'inspirer de l'alimentation végétarienne d'une certaine façon, plus de fibres, plus de vitamine B9, C, E qui ont des effets antioxydants, plus de polyphénol, plus de caroténoïdes, plus de phytostérol, plus de potassium, plus de magnésium, tout ça c'est très bien. Alors, curieusement, sur le plan cardiométabolique, malgré tout,
du fait du déficit en vitamine B12, il y a une augmentation de l'homocysténémie qui augmente le risque de thrombose. Et du fait du déficit en oméga 3, il y a une augmentation du thromboxane 2, qui est une prostaglandine pro-agrégante. Mais malgré tout, le bilan reste favorable sur le plan du risque cardiométabolique. Alors, avec une restriction quand même très, très importante, c'est que de plus en plus d'études montrent que l'alimentation végétarienne est bénéfique à condition que les végétaux consommés soient des végétaux dits sains et non pas non sains, c'est-à-dire unhealthy en anglais. Lorsque les végétaux sont non sains, eh bien, le risque cardiométabolique n'est plus amélioré. Et ça, c'est important parce que c'est lié au fait que beaucoup de produits végétaux de substitution des produits animaux, que ce soit de la viande ou du poisson, sont ultra transformés. Et là, on a de plus en plus de données qui sont importantes. Donc, attention à la qualité des aliments de substitution de la viande ou du poisson. La suivante va l'illustrer. C'est une étude sur 210 000 sujets, 22 à 30 ans de suivi selon les sujets, tous initialement indemnes de pathologies chroniques. On mesure un index basé sur les plantes, donc qui est plus ou moins le reflet d'une végétalisation importante. Quand le PDI est positif, ça veut dire qu'il y a beaucoup de produits végétaux. Quand il est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de produits végétaux, mais beaucoup de produits animaux. Et à cet index, on rajoute un index d'alimentation végétale saine ou non saine. Et vous voyez que globalement, lorsque le PDI, c'est-à-dire l'index basé sur les plantes, est sain, il y a effectivement une diminution du risque de maladie coronarienne, cardiovasculaire, de 25%. Lorsque le PDI est élevé avec une alimentation saine, on a une diminution de 3% du risque coronarien. Quand le PDI est non sain, on a une augmentation de 32% du risque coronarien. Autrement dit, le bénéfice disparaît totalement lorsque, bien que le PDI soit élevé, on a un PDI qui est non sain. Et donc, en fait, il est extrêmement important de regarder la qualité de l'alimentation. Il est évident que si vous consommez des chips, du popcorn et du coca, pour citer 3 aliments emblématiques, c'est végétal, mais ça n'est pas sain. Donc, attention à cet aspect-là. La suivante. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un bénéfice sur le plan cardiovasculaire en dehors de ça? Parce qu'il y a une amélioration du métabolisme glucidique. Il y a des détails techniques que je ne vais pas développer, notamment l'index d'insulinorésistance qui est diminué. La pression artérielle est diminuée grâce au potassium, peut-être aussi au nitrate et peut-être encore à d'autres nutriments. Les lipides plasmatiques sont de façon assez contrastée, plutôt améliorée sur le mauvais cholestérol, mais on a quand même une augmentation des triglycérides du fait d'un apport glucidique qui est plus élevé, donc c'est un peu moins favorable. Et puis pour la thrombose, j'ai dit que ça n'était pas toujours favorable, mais le résultat reste positif sur le risque cardiovasculaire. Suivante. Alors, il y a des études pour continuer sur la précédente, mais on reste sur cette diapo, qui ont montré clairement que l'alimentation avec une plus grande dominante végétale améliorait l'état de santé des personnes âgées sur le plan du risque cardiovasculaire, donc, puisque le thème, c'est les seniors et les personnes âgées. Alors maintenant, un point quand même d'attention très important, c'est la santé osseuse. Les gens âgés sont exposés, les femmes surtout, mais les hommes aussi, plus tardivement, à un risque d'ostéoporose et de fracture. Qu'en est-il? On observe une diminution de la densité minérale osseuse chez les végétariens et encore plus chez les végétaliens, et une augmentation de risque de fracture. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de calcium biodisponible, il y a peu ou pas de protéines laitières qui ont un bénéfice très net sur le plan de la santé osseuse, il y a moins de vitamine D, et il y a peut-être encore d'autres facteurs qui interviennent sur ce risque osseux. Alors, il y a des chiffres, la suivante.
Et je citerai donc sur la suivante 2 études, puis encore 2 autres. Une méta-analyse de 2019 qui montre une augmentation de 44% du risque de fracture chez les végétaliens. Elle n'est que de 25% chez les végétariens, c'est pas significatif, statistiquement. Dans l'étude EPIC-Oxford de 2020, on a une augmentation de 105% sur le risque de fracture chez les végétaliens pour la hanche, et on a jusque 131% dans une sous-population végétalienne, et donc 25% simplement pour la hanche au total. Ça veut dire que chez les végétariens, c'est moins important. La suivante. Et enfin, 2 études très récentes, suivantes. Donc, chez les adventistes qui ne sont pas tous végétariens, mais qui peuvent l'être, voilà, merci de rester sur celle-là, l'augmentation est de 55% du risque de fracture. Alors, quand on supplémente, ça n'est plus significatif, si on supplémente en calcium et en vitamine D. Quand on ne supplémente pas, on est à 199%, donc c'est très, très important. Et dans une autre étude plus récente chez la cohorte du Royaume-Uni, on est chez les végétariens à 33% d'augmentation. Donc, vous voyez, une attention toute particulière sur le risque osseux qui fait que il faut être attentif à la santé globale. La suivante. Alors, chez les sujets âgés, donc, ça sera développé par Dominique dans quelques instants. La qualité des protéines végétales convient, il n'y a pas de problème, surtout si on est ovo-lacto-pesco-végétarien, je l'ai déjà dit. La complémentation joue aussi un rôle important, mais attention aux végétaliens. Et après, de la quantité. Il faut considérer que 10 grammes de légumes, de protéines sous forme de légumes secs sont apportés par 100 grammes cuits. 10 grammes de protéines sous forme de céréales sont apportés par 250 grammes cuits. Il faut 70 grammes par jour de protéines. S'il n'y avait que des légumes secs, il faudrait 700 grammes de légumes secs. S'il n'y avait que des céréales, il faudrait 1750 grammes de céréales cuites. C'est beaucoup. Si on fait un mélange, il ne faut plus que 250 grammes de légumes secs quand ils cuits et 1200 grammes de céréales quand ils cuits. C'est vraiment un élément problématique. Donc, qu'il faut envisager chez les personnes qui ont un petit appétit. Et puis, il y a peut-être aussi une question d'appétence, de sorte que, personnellement, je pense qu'il faut plutôt aller vers une alimentation flexitarienne. Suivante. Des études un petit peu anciennes avaient montré que les personnes qui étaient végétariennes avaient une qualité de vie qui était moindre. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'il est possible qu'il y ait une causalité inverse, c'est-à-dire que les gens qui ne se sentent pas très bien disent si ça venait de mon alimentation, si je changeais mon alimentation, si je devenais végétarien. Et effectivement, on observe dans des études comme celle-là, chez les gens qui sont végétariens, plus de cancers, plus de maladies chroniques, parce qu'en fait, ils avaient des problèmes préexistants, mais ce n'est pas l'alimentation végétarienne qui donne ça, c'est plutôt parce que ils avaient des problèmes de santé qu'ils ont choisi de devenir végétariens. Et dans les études, on observe que ces antécédents sont plus fréquents. Cependant, il faut dire quand même que sur le plan des cancers, j'en ai pas parlé, les études ne sont pas claires. Il y a des études qui montrent plus de cancers et des études qui en montrent moins. Et donc, de ce point de vue-là, pour l'instant, on n'a pas d'évidence dans les études prospectives, que ce soit dans les études américaines ou du Royaume-Uni, puisqu'en France, on a peu de données. Suivante. Alors, mes recommandations pour terminer les 3 dernières diapos. Ce n'est pas le sujet, mais je vous le dis quand même parce que c'est très, très important. Pas de régime végétalien chez les nourrissons. Les régimes végétariens chez les nourrissons entraînent un risque de déficit en fer et en oméga 3, ce qui n'est pas bon. Chez les grands enfants, eh bien, le régime végétarien est acceptable, bien sûr, s'il est pesco-ovo-lacto-végétarien, mais le régime végétalien n'est pas du tout recommandé.
à cause de problèmes de croissance, de vitamine B12, d'oméga 3, voilà. Chez les femmes enceintes et allaitantes, pas de régime végétalien, c'est pas du tout recommandé. Chez les personnes âgées, pas de régime végétalien, c'est mon point de vue. Il peut être discuté. Par contre, le régime pesco-végétarien est tout à fait convenable. Une petite attention quand même sur les oméga 3, l'iode et voilà, les protéines, sous réserve que on soit pesco-végétarien ou lacto-végétarien, il n'y a pas de vrai problème. Suivante. Et donc, mes deux conclusions. L'alimentation végétarienne a des côtés positifs sur le plan nutritionnel, en corrigeant une partie des défauts de l'alimentation occidentale, c'est évident. Hein. L'alimentation occidentale omnivore est souvent déséquilibrée, donc voilà, il y a quelque chose qui peut nous inspirer. Ce n'est pas tant l'absence de viande que l'apport plus élevé en aliments végétaux qui est bénéfique. La viande n'est pas un aliment dangereux, hein, mais consommer trop au détriment des produits végétaux n'est pas souhaitable. Il est préférable de choisir un régime pesco-végétarien, c'est-à-dire pesco-ovo-lacto-végétarien, là, zéro problème. Le régime ovo-lacto-végétarien est associé à une diminution de risque de diabète de type 2 et de cardiopathie ischémique. Le régime végétalien induit un risque de carence en vitamine B12. Là, j'ai mis induit, c'est-à-dire que c'est vraiment causal. Hein, ce n'est pas une association, c'est causal. Et augmente le risque d'ostéoporose et de fracture si l'apport en calcium est faible et en vitamine D aussi. Donc là, c'est vraiment des points d'attention. Et la dernière diapo. Il n'y a pas de bénéfice établi sur l'incidence des cancers ni sur la mortalité de toute cause. Voilà, c'est l'état de la littérature actuelle. Mais on peut s'inspirer de certaines caractéristiques de l'alimentation végétarienne pour améliorer l'alimentation occidentale, rendre notre alimentation omnivore plus végétale. Et finalement, manger végétarien de temps en temps sans devenir végétarien, c'est une très bonne option. Voilà, chez les adultes, c'est une très bonne option qui est assez naturelle finalement. Et bon, qui est un omnivorisme intelligent, c'est-à-dire flexitarien, comme je le disais tout à l'heure. Attention, une alimentation dominante végétale avec des aliments ultra transformés, unhealthy, perd tous ses effets positifs sur la santé cardio-métabolique. Donc, vous voyez, c'est très nuancé, c'est plutôt encourageant, mais voilà, je reste convaincu que la bonne option, c'est un omnivorisme intelligent avec un peu plus de produits végétaux dans notre alimentation. Voilà, merci. Vous avez quelques questions, je suis à votre disposition. Et après, on va écouter Dominique avant qu'on ait une conclusion finale. Alors oui, j'avais mis cette diapositive. C'était dans The New Yorker, qui est quelque chose qui est une revue américaine qui est illustrée, où on voit plusieurs personnes qui mangent ensemble et aucun n'a une alimentation tout à fait sans exclusion. Ça devient difficile de manger ensemble. Ça, c'est un autre aspect, c'est l'aspect social de la question que je n'ai pas abordé, mais qui est également très important. C'était le sous-titre d'un livre qu'on avait écrit avec Claude Fischler, c'était « Demain, mangerons-nous encore ensemble ?» Voilà, The Last Standing Being. Parce que c'est vrai que vous êtes multi-auteur d'ouvrages à succès sur la nutrition, seul ou avec d'autres comparses. Mais on n'a pas fait l'état de la bibliographie, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Merci beaucoup, Jean-Michel Le Cerf, pour ces éléments de clarification. C'est super chouette. On a des chouettes questions. Alors, je me remets sur la slide 9 pour commencer sur quelque chose de très facile. Tac, tac, tac. On nous demande en slide 9 la définition de SOD et de MAD. Ah, superoxyde dismutase. Superoxyde dismutase pour SOD et MAD, malonyl dialdéhyde. Ce sont en fait, le malonyl dialdéhyde, c'est un marqueur de stress oxydatif et il est identique, puisqu'il y a plus d'antioxydants. Et le SOD, il y a des études qui montrent que cet élément qui est plutôt protecteur est moins présent. Et donc, voilà. Donc, là aussi, c'est toujours un peu contrasté, si vous voulez. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Tout à fait. Et d'ailleurs, merci pour ce discours très équilibré. L'un
négatif du stress oxydatif, l'autre plutôt favorable. Ok, ouais. On a une question concernant, vous aviez à l'oral mentionné la biodisponibilité du calcium dans les eaux minérales. Oui. Des personnes sur le chat et moi aussi, j'avais en tête que la meilleure matrice alimentaire pour favoriser la biodisponibilité du calcium, c'est la matrice laitière. Vous avez dit qu'il y avait une bonne disponibilité sur les eaux calciques. Alors, en fait, oui, merci de cette question qui est très intelligente. La biodisponibilité du calcium est aussi bonne dans les produits du type eau minérale et dans beaucoup de produits, même dans le soja supplémenté, le jus de soja supplémenté en calcium est aussi bonne, dans beaucoup de produits végétaux aussi. Mais par contre, l'effet matrice n'est pas préservé en totalité, c'est-à-dire que l'effet matrice est beaucoup plus complexe que la seule biodisponibilité du calcium. L'effet matrice, c'est aussi le fait que il y a des protéines, les protéines du lactosérum, riches en leucine, des interactions multiples sur le plan des structures physico-chimiques, des probiotiques et des acides gras particuliers, de sorte que si vous prenez de l'eau minérale, vous avez une équivalence pour le calcium, mais vous n'avez pas du tout l'équivalence sur tous les autres nutriments apportés par le lait ou les produits laitiers. C'est pas équivalent du tout. C'est juste équivalent pour le calcium, mais on ne peut pas remplacer du lait par de l'eau. On peut juste dire le calcium, il y en a aussi dans certaines eaux minérales, et il se trouve qu'il est bien disponible, tant mieux. Voilà, mais sinon, l'effet matrice est beaucoup plus complexe, il va bien au-delà. Bien sûr. Super, merci beaucoup pour cette clarification. Oui. Des questions concernant ce que vous avez appelé comme des aliments non sains, enfin des aliments végétaux unhealthy. Il y a deux questions qui vont un petit peu ensemble. Il y avait l'histoire de la pomme de terre qui est effectivement classée avec un index alimentation végétale non saine, qui surprend par rapport aux autres, aux autres éléments, donc on n'est pas surpris de... Oui, moi je suis un grand défenseur de la même de la façon, pomme de terre, alimentation... oui, parce que vous êtes aussi régionalement un peu dans des régions où... Tout va bien, c'est un légume comme les autres. Il est placé là parce que dans les études, dans cette étude-là, il était placé là. Et c'est souvent parce que elle est consommée sous forme de frites ou de chips. Et dans ce cas-là, effectivement, elle perd ses propriétés de légumes sains, nature, si vous voulez. Mais on pourrait mettre la pomme de terre à côté des autres légumes. Simplement, dans cette étude, elle était placée là. Il n'y a pas de raison de disqualifier la pomme de terre. Par contre, ce qui est embêtant, c'est quand les gens ne mangent que des pommes de terre, ce qui est le cas de certaines personnes. Et sinon, dans une variété alimentaire, c'est un légume qui a beaucoup de propriétés. Elle est riche en vitamine C, elle est riche en polyphénol, elle est pauvre en graisse, elle est pauvre en calories, pas plus que certains autres légumes comme le petit pois, par exemple. Et donc, voilà. Donc là, c'est parce que l'étude disait ça. Oui, François. Oui. Non, il y a une autre question qui est. Alors, ça mériterait certainement un webinaire à lui tout seul, à elle toute seule. C'est par rapport à ces végétaux entre guillemets non sains. Tu as pris une position assez définitive sur la question en disant que finalement les produits végétaux ultra transformés perdaient toute donnée, enfin ne donnaient pas les bénéfices. Une consommation élevée. Oui. Une consommation élevée de produits ultra transformés dans une alimentation végétale, végétarienne, fait perdre les bénéfices cardiométaboliques. Donc, qu'est-ce que tu appelles produits végétaux ultra transformés? C'est la classification de Nova, alors qui est critiquable. Voilà, c'est Nova 4. Donc, elle est critiquable. Mais quand les études sont faites en indiquant, en distinguant dans les produits végétaux ceux qui appartiennent au groupe 4, on observe que les bénéfices de l'alimentation, même si elle a forte dominante végétale, s'estompent, voire disparaissent, voire ici, comme dans cette étude, c'est encore moins bien
que lorsque le PDI est élevé tout court, où il y a une diminution de 3% du risque coronarien, de 25% quand l'alimentation est saine, et à l'inverse, une augmentation lorsque le PDI est fourni par des aliments dits non sains. Alors, moi, j'aime pas beaucoup le terme sain. Je suis peut-être d'accord pour dire que j'aime pas beaucoup ce terme-là, parce que c'est pas des poisons, ces aliments. C'est la quantité, c'est pas des poisons, c'est la quantité. Ça, c'est un terme qui donne une connotation morale en plus qui ne me convient pas ici. Mais voilà, c'est pourquoi une alimentation végétarienne doit quand même s'appuyer sur des aliments simples, céréales, légumes secs, oléagineux, noix, légumes, fruits, etc. Peu transformés du groupe 1, 2 ou 3 de Nova, même si Nova est... Pourquoi je dis que c'est un vrai problème, Jean-Michel, c'est parce que pour les personnes âgées, la notion d'ultra-transformation, enfin de transformation, va aussi avec une praticité. Et les personnes âgées peuvent très bien ne pas vouloir investir beaucoup dans la cuisine. Et donc, c'est réellement une question, cette notion. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que, oui, tu as raison, absolument, François. Mais c'est pour ça que moi, je prône une alimentation mixte, flexitarienne, semi-végétarienne, parce que introduire dans des lentilles des saucisses en petite quantité, ça fait manger les personnes âgées. Introduire du fromage dans des préparations alimentaires simples, ça fait manger les personnes âgées. Et donc, introduire des petites quantités de poissons, de poulet dans une alimentation à dominante végétale, ça fait manger les gens âgés. Tu as tout à fait raison. Alors, il ne faut pas condamner les aliments ultra transformés. D'ailleurs, cette classification, encore une fois, est critiquable, mais elle existe. C'est dans des études, quand c'est ça qui domine, ça pose un problème. Mais il faut rappeler quand même qu'en France, on a 35% de notre alimentation qui est ultra transformée. Donc, ce n'est pas un problème que des personnes âgées, c'est un problème de tout le monde. Oui, non, mais c'est vrai. Ce qui est important, c'est l'acceptabilité. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Nous, on est en train de faire une étude sur l'acceptabilité de la viande chez les gens âgés. Elle est plutôt bonne. Et ce qu'il faut, c'est végétaliser l'alimentation des gens qui mangent de la viande. Anne, qui répond à une question on reviendra posée. Absolument. Oui. Exactement. Je vais laisser Dominique partager. Super. J'allume mon micro. C'est bon, la présentation est bien partagée pour tout le monde? Absolument. Absolument. Bon, bonjour à tous. Je voudrais remercier les organisateurs pour leur invitation et qui va me permettre effectivement de parler de la végétalisation, de l'apport protéique cette fois, donc on est un petit peu plus spécifique et je vais revenir sur certains points qu'a donné Jean-Michel, et peut-être avec une vue un petit peu différente parfois. Bon, déjà, quand on consomme des protéines alimentaires, donc c'est pour survenir donc aux besoins protéiques et à la recommandation qui est fixée en fonction des différentes populations. Donc, on voit ici la recommandation en grammes par kilo et par jour, voilà, de toute la population et de toute la diversité qu'on a en âge chronologique, et on s'aperçoit que celle-ci est relativement constante jusqu'à 50, 60 ans, et ensuite on a eu une augmentation de cette recommandation à 1,1 g par kilo et par jour, et je reviendrai là-dessus pour vous expliquer pourquoi cette recommandation a été vue à la hausse en fonction de l'âge chronologique. Donc, malheureusement, effectivement, aujourd'hui, quand on veut parler de la population senior, on a une population extrêmement hétérogène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que physiologiste de la nutrition, on s'intéresse plus à l'âge physiologique des personnes qu'à leur âge chronologique. En effet, pour une même tranche d'âge, on va avoir des personnes qui sont physiologiquement plus jeunes ou physiologiquement plus âgées que la moyenne de cette population-là. La plupart du temps, quand on a une augmentation de l'âge physiologique,
c'est principalement dû à des dysfonctionnements métaboliques. C'est également associé au développement de certaines maladies chroniques qui vont toucher certains organes, voilà, qui peuvent être divers et variés, avec la présence de signes cliniques non réversibles. Il existe aussi des dysfonctionnements associés à ces populations qui restent sans signes cliniques, et c'est ce qu'on on nomme chez nous les populations à risque, alors qu'il n'y a pas de signes cliniques. Cependant, dans tous les cas, on va avoir une augmentation du besoin protéique de manière à maintenir un état de fonctionnement des organes pour pouvoir potentiellement maintenir l'homéostasie malgré ces différentes maladies chroniques ou dysfonctionnements métaboliques. Cependant, il y a une chose qui est relativement importante à noter, c'est quand on donne une recommandation, elle est en grammes par kilo et par jour. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que le gramme de protéines, c'est des protéines dites de bonne qualité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une protéine de bonne qualité pour l'homme? En fait, la FAO a élaboré la composition de la protéine alimentaire idéale. Donc, cette protéine n'existe pas. En fait, c'est la protéine qui couvrirait le besoin de tous les acides aminés essentiels si elle est ingérée à la recommandation, si l'homme est en bonne santé et à plus de 5 ans. Donc, voici sa composition. Vous avez ici donc représenté tous les acides aminés donc indispensables et vous avez donc la teneur en chaque acide aminé indispensable dans cette protéine. Et si on la remet effectivement en termes de recommandation, ici à 0,8 g par kilo et par jour, ça vous donne la quantité de chaque acide aminé à ingérer de façon minimale de manière à pouvoir couvrir le besoin chez l'homme. Alors, pourquoi effectivement on a besoin de cette protéine donc de bonne qualité et comment on arrive à déterminer le besoin et la recommandation? En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous ingérez des protéines alimentaires, le premier effet, effectivement, c'est de stimuler la synthèse des protéines des différents organes, de manière à assurer leur renouvellement et à assurer le bon fonctionnement et des fonctions métaboliques qui sont associées à cet organe. Donc, chaque fois que vous allez consommer des protéines alimentaires, principalement donc pendant les repas, vous avez donc de façon normale, ici chez l'adulte, par exemple, une stimulation de la synthèse des protéines des tissus et en particulier au niveau musculaire. Cependant, dans différentes situations, donc on a ce qu'on appelle une résistance anabolique que l'on observe d'ailleurs au cours du vieillissement chronologique, même si la personne âgée est considérée comme étant en bonne santé, mais que l'on observe également dans toutes les situations où on a le développement de maladies chroniques. Et on s'aperçoit que dans ces situations-là, en fait, après le repas, malgré qu'on soit à la recommandation, on n'a plus de synthèse de protéines au niveau tissulaire. Et donc, du coup, on a une sorte de résistance à l'effet anabolique, donc des protéines alimentaires. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à revoir la recommandation en France chez la personne âgée, puisqu'on est passé de 0,8 g à entre 1 et 1,2 g par kilo et par jour. Je rappelle, même si la population senior est en santé, ce qui fait quand même une augmentation de la recommandation qui est l'ordre de 30%. Et on peut imaginer que chez la personne malade ou chez la personne en situation de maladie chronique, on peut envisager des augmentations du même ordre de grandeur, même si la personne d'ailleurs n'est pas forcément senior. Et donc du coup, aujourd'hui, on a tendance à dire que le besoin serait augmenté, même s'il n'y a pas de recommandation spécifique sur les différentes maladies chroniques aujourd'hui enregistrées en France. Alors comme l'a dit Jean-Michel, c'est-à-dire que quand on a des populations qui sont seniors, voire même des personnes qui commencent à être dans le grand âge, ou les personnes malades, on va se retrouver avec une sorte de paradoxe. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une augmentation du besoin, donc il faut augmenter l'ingéré protéique ou augmenter l'ingéré alimentaire, avec des populations qui sont souvent caractérisées par des modifications du comportement alimentaire, qui n'ont pas forcément envie de manger, ou qui ont des petits appétits. Donc du coup, cette augmentation de recommandation peut être difficile dans cette population. Alors, il y a moins d'appétit ou exclusion d'aliments protéiques, notamment dans ces populations-là. Là, je parle plutôt de la population senior, qui peut être associée par, premièrement, un choix. Les personnes âgées, souvent, vous disent « Ah, mais moi, j'ai pas besoin de manger autant que quand j'étais plus jeune. » Et donc, elles vont par choix, réduire leur ingéré alimentaire, ce qui est une erreur. La palatabilité des protéines, donc Jean-Michel en a parlé aussi, les protéines, c'est pas forcément des aliments qui sont très bons, ou en tout cas, ces populations préfèrent les aliments sucrés notamment.
Et puis, d'autre part, augmenter la part de protéines dans notre alimentation va de fait augmenter la production d'urée, associée donc au catabolisme des acides aminés. Et on sait que il faut éliminer l'urée, notamment au niveau des reins, et avec des fonctions rénales qui peuvent diminuer avec l'âge, ceci peut représenter un certain problème d'altération rénale supplémentaire si on augmente trop la quantité de protéines ingérées. Donc du coup, se pose la question, c'est comment on va faire? C'est-à-dire comment on peut faire pour rétablir une équation entre j'ai une population qui veut pas trop manger et une population sur laquelle je dois augmenter l'apport protéique. De ce fait, il faut s'intéresser à des propriétés des protéines alimentaires qui vont au-delà de leur composition en acides aminés. Il faut prendre en compte un certain nombre d'autres déterminants qui sont associés à ces protéines alimentaires et qui peuvent être des déterminants importants pour optimiser cet apport chez ce type de population-là. Donc, de manière à limiter au maximum l'augmentation de la consommation de protéines tout en couvrant le besoin de chaque acide aminé. Alors, on a beaucoup travaillé sur ça depuis plusieurs années. Donc, je vous présente un petit peu la synthèse de ce que l'on a trouvé comme différents déterminants. On a bien sûr l'équilibre en acides aminés et aussi de pouvoir prôner ou augmenter la part de certains acides aminés qui sont importants pour l'optimisation de cet apport protéique. Donc, Jean-Michel a mentionné la leucine. On a beaucoup travaillé là-dessus. Il faut, bien entendu, la qualité d'une protéine va dépendre de la digestibilité, de sa vitesse de digestion, va dépendre aussi de l'interaction qu'elle va avoir avec les autres nutriments qui sont ingérés en même temps que cette protéine alimentaire. Il y a la matrice alimentaire de la protéine qui est donnée. Il y a la santé orale, ça c'est surtout valable pour les produits carnés ou les aliments donc à matrice dure. Donc, quand on a une détérioration de la santé orale par manque de dents, par des problèmes de déglutition ou des problèmes de salivation, ceci peut rendre difficile effectivement la génération d'un bol alimentaire qui soit déglutissable sans danger, mais également qui peut avoir une incidence sur la digestibilité des différents composés qui sont ingérés. Il y a le microbiote qui apparaît et effectivement donc l'activité physique. Alors, je vais revenir sur une notion de la vitesse de digestion, puisque c'est un des paramètres très très importants pour la population senior et qu'il ne faut surtout pas confondre avec la digestibilité. Donc c'est pour ça que je vais faire un petit focus là-dessus. Donc ici je vous présente deux protéines, donc une protéine A en rouge et une protéine B en vert, qui sont ingérées à la même quantité. Donc ces deux protéines, une fois ingérées, vont générer donc des apparitions d'acides aminés au niveau plasmatique. Et vous apercevez que l'apparition de ces acides aminés sur un plan cinétique est relativement différente. Par contre, la digestibilité des deux protéines est identique, puisque l'air sous la courbe, que ce soit la protéine rouge ou la protéine verte, est identique. Donc, on a bien la même digestibilité. Par contre, on a une vitesse de digestion qui est différente, avec une apparition d'acides aminés extrêmement rapide et qui génère des fortes hyperaminoacidémies. C'est le cas de la protéine rouge, avec une protéine verte qui, elle, génère de faibles hyperaminoacidémies, mais qui va durer beaucoup plus longtemps. Donc, de ce fait, on a une vitesse de digestion qui est différente entre les deux protéines, et ceci va générer et engendrer des conséquences qui sont notamment sur l'obtention d'hyperaminoacidémies différentielles après le repas. Et on sait aujourd'hui que c'est l'augmentation et des hyperaminoacidémies postprandiales qui permettent d'être optimales pour une protéine, notamment chez la personne âgée, de manière à pouvoir contrecarrer la résistance anabolique dont je vous ai parlé précédemment. Il faut savoir que cette vitesse de digestion, elle dépend de la protéine et des propriétés physico-chimiques de la protéine que vous ingérez, mais elle va dépendre également des matrices alimentaires dans lesquelles cette protéine est ingérée, va dépendre de l'interaction avec les autres nutriments qui sont présents dans le repas. On sait par exemple que d'ajouter des matières grasses avec des protéines va diminuer la vitesse de digestion des protéines qui sont ingérées simultanément, va dépendre des procédés qui sont appliqués lors de la préparation des aliments, la chaleur, la présence de gélifiants ou pas, et va également dépendre de la santé orale en fait de la personne qui va le consommer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons montré par exemple que des personnes âgées
avec une double prothèse dentaire avait donc une vitesse de digestion associée notamment à la prise de produits carnés qui était largement diminuée uniquement à cause de la présence de prothèses dentaires. Alors vous allez me dire, est-ce que ceci existe réellement? Eh bien, je vous présente ici deux protéines de lait. Donc vous avez la caséine en violet, vous avez le lactosérum en orange, et vous apercevez que à même quantité ingérée, le lactosérum donc va générer des hyperaminoacidémies postprandiales, alors que la caséine ne va pas engendrer ce type d'hyperaminoacidémie. Cependant, quand elles sont consommées à la recommandation, on s'aperçoit que seul le lactosérum est capable de générer une réponse anabolique quasiment identique à celle qu'on pourrait observer chez des individus adultes et en bonne santé. De ce fait, il a été montré que de modifier la qualité des protéines alimentaires, notamment en ingérant des protéines à digestion rapide et de type lactosérum, elles peuvent être efficaces à la recommandation, c'est-à-dire à 0,8 g par kilo par jour. Donc, on n'aurait pas besoin d'augmenter à 1,1 g par kilo et par jour. Cependant, ce type de régime, basé sur cette protéine de lactosérum, n'est efficace que si 100% de l'apport est fait avec des protéines de lactosérum. Donc ça va être relativement compliqué à faire dans la vie de tous les jours. On peut peut-être l'envisager au moment donc de l'institutionnalisation ou dans des situations extrêmement courtes dans lesquelles on fait un apport nutritionnel extrêmement piloté par l'intermédiaire, par exemple, de compléments nutritionnels oraux. Et quand on travaille en complémentation, c'est-à-dire qu'on remplace une partie des protéines du repas par des protéines de lactosérum, le lactosérum reste relativement optimal, notamment sur la préservation de la masse musculaire associée donc au vieillissement. Alors, le rationnel pour avoir un apport protéique optimal chez la personne âgée, on peut le résumer de la façon suivante. Il faut ingérer des protéines de bonne qualité. Il faut générer de belles hyperaminoacidémies postprandiales. Il ne faut pas d'acide aminé limitant et il faut une vitesse de digestion plutôt rapide. Donc, il vaut mieux avoir des protéines qui, après ingestion, ont un profil en acide aminé sanguin de type orange plutôt que de type violet. On peut optimiser encore en favorisant certains acides aminés comme la leucine. Donc, ceci peut être fait notamment par le lactosérum. Il faut donner les protéines alimentaires par bolus de l'ordre de 30 g par repas et éviter d'étaler cet apport protéique sur la journée pour optimiser cet apport protéique. Et il faut limiter les effets matrices et les process, puisque ceux-ci peuvent avoir des effets notamment sur la perte de digestibilité, des pertes de vitesse de digestion, et certains process peuvent aussi engendrer des pertes d'acides aminés qui vont être dommageables, notamment en générant des acides aminés limitants au moment de l'ingestion de ces protéines. Alors, dans le cadre de la végétalisation des protéines, donc qui nous est demandé à la fois sur un plan politique, économique ou sociétal, qu'est-ce qu'il en est de ces protéines végétales? Alors, premièrement, les protéines végétales sont de moins bonne qualité que les protéines animales puisqu'elles présentent des acides aminés limitants, notamment la lysine pour les céréales et les acides aminés soufrés pour les protéines de légumineuses. Alors, si on reprend toujours notre point de référence, qui est la composition en acides aminés de la protéine idéale de la FAO, qui est présentée en haut, quand on regarde notamment les protéines de pois, on s'aperçoit qu'effectivement, elles ont une carence, ou en tout cas, elles ne répondent pas à la recommandation à l'apport minimal en acides aminés soufrés. Pour le blé et les protéines de céréales, de façon générale, c'est la lysine qui est extrêmement carencée dans ce type de source. Et comme l'a dit Jean-Michel, seul le soja arrive à peu près à tirer son épingle du jeu, puisque sur un plan purement d'index chimique, celui-ci permettrait à la recommandation de pouvoir couvrir le besoin de l'homme en acides aminés indispensables. Alors, ceci n'est pas forcément un problème en soi. Et comme l'a dit Jean-Michel, il suffit de mélanger différentes sources de protéines où le défaut d'une va être compensé par la qualité de l'autre. Donc, effectivement, si je reprends mon pois et mon blé, mon gluten, si je le mélange à 80% de pois et 20% de gluten, j'arrive à rééquilibrer mon index chimique et à couvrir à la recommandation le besoin d'acides aminés indispensables chez l'homme.
Cependant, et ça, à mon avis, ça va être quelles que soient les sources qu'on utilise, pour pouvoir équilibrer ces protéines végétales, il faut faire un mélange de 80% de protéines de légumineuses et uniquement 20% de protéines de céréales, puisque celles-ci sont extrêmement carencées en lysine. Et si on dépasse 20% d'apport total en protéines végétales, en protéines céréalières, on risque d'être fortement carencé en lysine à la recommandation. Alors, elles ont des vitesses aussi de digestion plus faibles. Je vous présente ici une étude qu'on a faite chez la personne âgée, où on a comparé le lactosérum à 30 grammes avec 3 mélanges optimaux de protéines végétales qui ont été donnés à 40 grammes de manière à pouvoir matcher l'ingéré en leucine par rapport à une protéine de lactosérum. Donc, il a fallu augmenter l'apport protéique si celui-ci est assuré à 100% par des protéines végétales. Et on s'aperçoit que malgré ceci, les protéines végétales ont une vitesse de digestion plus faible que le lactosérum, de l'ordre de 40%, et ceci malgré l'augmentation de la quantité de protéines végétales ingérées, 40 contre 30, on a toujours des hyperaminoacidémies qui sont plus faibles avec les protéines végétales qu'avec les protéines de lactosérum. D'autre part, il faut faire attention aux protéines végétales par rapport à un effet matriciel. Les protéines végétales, notamment quand elles sont consommées sous forme de produits bruts, là on parle de graines, on a la plupart du temps des effets matrices assez importants qui peuvent avoir des effets plutôt délétères ou non optimaux sur l'utilisation des acides aminés chez la personne âgée ou sous les personnes présentant donc des maladies chroniques, notamment avec une augmentation de la perte de digestibilité, des pertes de vitesse de digestion, mais également puisqu'on a des facteurs antinutritionnels qui sont présents notamment dans les légumineuses et les céréales. Alors, ces facteurs antinutritionnels, ça peut être l'acide phytique, par exemple. Alors là, ça n'a rien à voir avec les protéines, c'est simplement un chélateur d'ions, et donc ceci peut limiter la biodisponibilité, notamment en fer et en calcium, ce qui peut expliquer pourquoi les protéines végétales, dans certains cas, sont pas notamment optimales pour subvenir aux besoins en certains minéraux, même si la présence est assurée dans la source. La bonne nouvelle, c'est que ces facteurs antinutritionnels peuvent être détruits à la chaleur. Et donc, du coup, on a aussi des facteurs antinutritionnels qui sont des facteurs anti-digestibilité, si je peux dire comme ça, et qui peuvent limiter la digestibilité des protéines végétales après ingestion et qui, comme elles sont déjà un petit peu moins bonnes que les protéines animales, ceci pourrait augmenter un défaut. Alors, de ce fait, si on voulait subvenir aux besoins en acides aminés avec un apport 100% de protéines végétales, donc on a déjà une augmentation qui est due à l'âge chronologique, donc au lieu d'être à 0,8, on est à 1,2 g par kilo et par jour, et si on était à 100% d'apport de protéines végétales, à cause de tous ces petits défauts qui vont s'accumuler, il faudrait probablement augmenter la recommandation à 1,5 g par kilo et par jour, et vous apercevez que ceci pourrait être relativement complexe à atteindre chez les personnes donc âgées, même saines, voire en petit appétit, et chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Alors, j'ai fait à peu près le même style de calcul qu'a fait Jean-Michel, pour vous dire que l'aspect quantitatif est un aspect extrêmement important, notamment quand on travaille avec les produits bruts. Donc ici, je vous ai pris l'exemple d'apporter, mettons, 44 grammes de protéines sur le repas, par exemple. Donc, si vous êtes, disons, flexitarien ou omnivore, vous apercevez que, en gros, 100 grammes de viande, 200 grammes de lentilles et 30 grammes de fromage permettent d'apporter ces 44 grammes de protéines dans le repas. Par contre, si vous voulez éliminer une partie donc des produits animaux et notamment des produits carnés, vous allez devoir trouver une source complémentaire, enfin une autre source de protéines. Et donc là, j'ai essayé par le biais en fait des produits végétaux. Alors on garde quand même les produits laitiers et les œufs dans cette configuration. On s'aperçoit que très rapidement, il va falloir les 100 grammes de viande vont être et l'œuf donc vont être complémentés par 200 grammes de lentilles ou 200 grammes de haricots et 200 grammes de pâtes cuites. Vous apercevez que aussi dans la plupart des produits céréaliers, les concentrations en protéines sont relativement faibles et donc il faut donner beaucoup de produits céréaliers pour pouvoir avoir une quantité de protéines qui soit, je dirais, significative dans l'alimentation. Donc voilà, je donne aussi mon bémol
sur la végétalisation des protéines due à l'augmentation de l'apport quantitatif alimentaire qu'il faudrait donner. Cependant, et c'est là où ça peut avoir son intérêt, c'est que si on travaille avec des isolats ou des concentrats de protéines végétales, on peut potentiellement arriver soit par complémentation, soit par fortification de l'alimentation, ou soit, et là c'est les industriels qui peuvent, en utilisant ce type de produit, proposer en fait des aliments 100% végétaux qui pourraient permettre d'apporter des quantités à peu près équivalentes à celles que pourrait apporter notamment un produit carné, en utilisant en fait ces isolats ou ces concentrats de protéines végétales. Bien entendu, la contrepartie, c'est que forcément, pour pouvoir apporter ceci, on apporte différentes matières premières qu'il faut reconstituer. Et effectivement, on a une transformation de l'aliment qui est plus importante qu'avec les produits bruts, mais peut-être que dans certaines situations, ce type de produit pourrait permettre de faciliter l'apport protéique chez les populations seniors ou les populations malades. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est que ce qui est important quand même, c'est la biodisponibilité. Alors forcément, qu'est-ce que c'est que la biodisponibilité? Alors, une fois que vous avez consommé votre protéine alimentaire, elle est forcément digérée au niveau de votre intestin, avec les différentes limitations qui peuvent exister. Et en fait, avant de rejoindre les organes périphériques, que peuvent être le cœur, le cerveau, les poumons, les muscles, le premier passage va se faire par le foie, et ensuite, les acides aminés seront distribués sur les différents organes. Par contre, au passage, l'intestin et le foie vont se servir des acides aminés alimentaires issus de la digestion des protéines alimentaires, et c'est ce qu'on appelle donc l'extraction splanchnique. On sait aujourd'hui que si on a une augmentation de cette extraction splanchnique pour diverses raisons, on va de fait diminuer la biodisponibilité périphérique des acides aminés. Et ce qu'on appelle la biodisponibilité périphérique en acides aminés, c'est la concentration que l'on retrouve au niveau artériel. Et ceci peut devenir un verrou si l'extraction splanchnique est plus élevée. Aujourd'hui, on sait que l'extraction splanchnique des acides aminés est plus élevée avec les protéines végétales qu'avec les protéines animales. Ceci a été montré dans plusieurs études. Et on sait que l'extraction splanchnique des acides aminés est plus élevée au cours du vieillissement. Donc ceci peut être deux verrous supplémentaires associés aux protéines végétales du fait d'une moins bonne biodisponibilité malgré, par exemple, une digestibilité ou une vitesse de digestion qui serait optimale. Alors, nous avons quand même essayé de vérifier ceci. Donc, je vous montre ici, je reprends mes trois petits apports protéiques végétaux, PPF1, 2 et 3, en comparant avec le lactosérum. Et on s'aperçoit que effectivement, même si cela n'est pas significatif, on s'aperçoit que l'on a une biodisponibilité apparente artérielle qui est plus faible avec les produits d'origine végétale qu'avec le lactosérum. Cependant, il ne faut pas être négatif sur cette végétalisation des protéines, puisqu'on sait, et Jean-Michel l'a mentionné, c'est qu'on a quand même un intérêt à végétaliser son apport en protéines avec l'âge, notamment si on végétalise avec des produits bruts, puisqu'on sait qu'on a une corrélation négative entre les régions riches en végétaux et la présence de maladies chroniques. On peut apporter un certain nombre de composés antioxydants ou anti-inflammatoires, qui sont les bioactifs végétaux, qui ont ce type de propriétés et qu'on ne retrouve pas forcément dans les produits d'origine animale. Et d'autre part, le fait d'apporter des protéines végétales va permettre aussi d'apporter des fibres alimentaires qui sont plutôt bonnes pour le transit intestinal, qui permettent d'améliorer la barrière intestinale et d'augmenter en fait la santé en fait du microbiote et qui permettra de lutter contre les dysbioses qui sont associés au vieillissement et qui ont été montrés comme étant plutôt des signes santé négatifs au cours du vieillissement. Alors mes conclusions, c'est que les protéines d'origine végétale ont des caractéristiques physico-chimiques qui nécessitent une augmentation de leur apport chez l'homme par rapport aux protéines d'origine animale. Le choix des sources, leur combinaison et l'utilisation d'isolats ou de concentrats permet de pallier en partie à ces défauts. L'équilibre en acides aminés essentiel, notamment en luttant contre les effets matrices et l'élimination de certains facteurs antinutritionnels.
Les modifications du comportement alimentaire avec l'âge ou avec une pathologie peuvent être un verrou à l'augmentation des apports protéiques si la végétalisation de l'apport est trop importante, notamment à cause des quantités qui devront être ingérées. Et en relation avec mes dernières diapos, c'est que l'utilisation différentielle des acides aminés d'origine animale versus végétale par les tissus et organes doit être explorée et adaptée en fonction des organes ciblés par la stratégie nutritionnelle qui sera mise en place et associée ou pas avec cette végétalisation des protéines alimentaires. Voilà, et je vous remercie pour votre attention et aux questions que vous pourrez poser. Merci beaucoup, Dominique. Alors, je me charge, en l'absence de François, de modérer la fin de ce webinaire. On a entendu, alors je commence par les questions un peu plus faciles et puis on va aller vers des choses plus techniques. On a entendu des recommandations tout à l'heure, 70 grammes par jour pour une personne senior. On a les nouvelles recommandations de l'HAS qui nous disent seulement 1 gramme par kilo de poids et par jour pour la personne âgée non dénutrie. En gros, les recommandations, on a l'impression que elles sont un petit peu variables, qu'on tâtonne sur l'apport protéique. Qu'est-ce qu'il faut finalement retenir, et notamment au regard de la fatigue de la fonction rénale qui est moins efficace? Est-ce que finalement où est-ce qu'il faut maintenir, quel est le bon niveau d'apport protéique, parce qu'on a des sources un petit peu contradictoires. Enfin, ça va dans le même sens, mais c'est pas exactement. Alors en fait, elles vont toutes dans le même sens. En fait, bon, aujourd'hui, on dit la recommandation, elle est entre 1 et 1,2. C'est pour ça que moi, j'ai mis 1,1. J'ai pris la moyenne dans mon discours. Et vous avez tout à fait raison. Ça veut dire que, globalement, quand on a une personne âgée saine, non dénutrie, en gros, qui est en bonne santé par rapport à l'âge qu'elle a, la recommandation maximale est de l'ordre de 1 gramme par kilo et par jour, parce que du coup, on a ce phénomène de résistance anabolique qui n'est pas forcément présent. Et c'est vrai qu'on ne sait pas du tout l'évaluer, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chiffre qui nous permet de dire vous êtes ou pas résistant à l'apport de protéines. Et du coup, il faudrait que je vous augmente de combien pour pouvoir pallier au défaut. Ça, on n'a pas de chiffre. C'est pour ça qu'on se met dans, effectivement, qui peut le plus pourra le moins. Et c'est vrai qu'on avait eu tendance un petit peu à le mettre plus à 1,2 qu'à 1. Aujourd'hui, justement, par rapport au danger potentiel, surtout si la personne commence à présenter une insuffisance rénale, qu'on peut détecter par une prise de sang et puis par une mesure de créatinine, par exemple. Voilà, donc si vous êtes même âgé, en bonne santé, pas de perte d'appétit, que vous êtes un bon mangeur, etc., on reste à 1 maximum grammes par kilo et par jour. Par contre, effectivement, dès que vous allez commencer à présenter une maladie chronique, alors dénutrie, c'est compliqué puisque du coup, vous avez une diminution de l'apport. Donc là, mais voilà, donc plus la personne va être entre guillemets en mauvaise santé, malheureusement, plus l'apport va être augmenté. Alors pour la fonction rénale, ça a été assez controversé. Il y a une question intéressante sur l'impact de la dysbiose qu'on retrouve fréquemment chez la personne âgée sur la digestibilité des protéines. Est-ce que c'est des éléments dont vous auriez des données ou alors c'est encore des champs trop nouveaux pour pouvoir… Alors, quand on parle de dysbiose, la plupart du temps, on parle de dysbiose au niveau colique, c'est-à-dire au niveau du gros intestin. Il faut savoir que la digestion des protéines et leur absorption se fait principalement dans les parties hautes de l'intestin, au niveau duodénal, voire jéjunal, dans lequel, effectivement, cette dysbiose aujourd'hui, la dysbiose qu'on parle, c'est pas la dysbiose dans les parties hautes de l'intestin. On peut, par contre, ce que pas dire, c'est qu'il existe quand même il y a quand même des bactéries dans toutes les parties de l'intestin, avec pas beaucoup en haut, et puis plus on descend dans l'intestin, plus on a ce type de bactéries. Aujourd'hui, quand on parle de microbiote, on parle principalement du microbiote colique. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si la dysbiose au niveau colique peut potentiellement avoir un effet indirect sur des processus santé, notamment de transit ou de sécrétion d'enzymes pancréatiques, par exemple, qui peuvent influencer la digestibilité ou la vitesse de digestion des protéines que l'on va consommer, qui vont se trouver dans les parties hautes de l'intestin. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec une dysbiose marquée au niveau colique, c'est qu'on a un problème de santé qui est probablement non négligeable. Et c'est peut-être
plus un marqueur de santé plutôt qu'un effet direct du microbiote sur la digestibilité des protéines ou de leur absorption. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que je peux faire un petit commentaire peut-être? Bravo et merci Dominique, c'est excellent tout ce que tu as présenté. En cas d'insuffisance rénale, l'apport en fibres aura un effet intéressant sur la fonction rénale puisqu'il va permettre d'excréter davantage d'urée et donc de diminuer la réabsorption d'urée, ce qui est plutôt intéressant sur le plan de la fonction rénale. Donc ça, c'est les fibres qui vont jouer leur rôle, c'est pas les protéines. Et sur effectivement, combien de protéines chez insuffisant rénal? Avant, on disait qu'il fallait vraiment beaucoup diminuer. Maintenant, on n'est plus à cette nécessité. Et trop de protéines ne va pas aller bien non plus, puisque ça risque de modifier un peu l'équilibre acido-basique. Donc, il faudra sans doute trouver un équilibre qui se situera chez insuffisant rénal, là, à nouveau, aux alentours de 1 gramme. S'il n'y a pas d'insuffisance rénale, chez le sujet très âgé, bien, effectivement, on sera plutôt 1,2, mais ça devient difficile. En tout cas, voilà, je crois qu'il faut éviter d'aller vers les extrêmes, que ce soit trop de protéines ou trop peu, dans tous les cas. Et est-ce qu'on doit, dans ce cas-là, éviter la notion de bolus de 30 grammes pour pas en apporter trop d'un coup, ou alors pas non plus d'évidence Je laisse Dominique répondre. C'est lui qui a fait les bolus. Ouais, parce que bon, alors là c'est pareil. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est compliqué de détecter si la personne devient résistante à l'effet bénéfique ou optimal des protéines alimentaires. On sait que quand on a présence de cette non-optimisation, c'est-à-dire qu'on est résistant anabolique, en dessous de 20 grammes, vous n'aurez pas l'effet. Donc, on se met entre 25 et 30. Alors là, c'est pareil, c'est 25, 30 ou 35, on ne sait pas trop. Mais on sait que globalement, si on met 30, si ça doit marcher, ça va marcher à cette quantité-là. C'est vrai que on peut imaginer que sur certains seniors qui sont en bonne santé, qui mangent bien, qui n'ont pas des maladies chroniques avec des signes cliniques très importants, on peut imaginer que l'effet anabolique est potentiellement retrouvé à 20 grammes de protéines par repas. Sauf qu'on ne le sait pas. Et on n'a pas de moyens faciles qui nous permettent de le détecter. C'est pour ça que quand tout va bien, que la personne peut manger, qu'elle n'est pas dénutrie, bien entendu, allez, entre 25 et 30 grammes, on se met à l'abri et on peut potentiellement avoir une optimisation optimale de cet apport protéique. Bon, 30 grammes par repas, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Je vous ai montré sur un régime omnivore, c'est extrêmement facile à obtenir. C'est facile si on a si on n'a pas que des protéines végétales. C'est un peu la question. Alors, pour les protéines végétales, nous, on travaille dessus. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de réponse. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des équivalences parce que c'est ça. Hein. On a plein de petits défauts qui traînent dans les protéines végétales. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas aussi. Et on sait que, au final, quand on regarde, ne serait-ce qu'en biodisponibilité apparente, on a beau prendre toutes les précautions en amont, et en fait, on n'est toujours pas pareil à la fin. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui interviennent qu'on ne connaît pas forcément. Il y a des subtilités qui se mettent en place. Et on pourrait imaginer que, vous voyez, moi j'ai mis 30 grammes de lactosérum et j'ai mis 40 grammes de protéines végétales super bien équilibrées. C'est de l'isolat du concentrat, donc on n'a pas d'effet matrice. Et on s'aperçoit que la vitesse de digestion est toujours plus faible et que la biodisponibilité est toujours plus faible. Donc, voilà. Donc, peut se poser la question de ces 30 grammes avec les protéines végétales. Peut-être que ça serait 40 grammes, 50 grammes, 60 grammes, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais bon, au-delà de 40 grammes de protéines par repas, ça va être compliqué de pouvoir l'adapter. Déjà dans la vie de tous les jours pour la personne à domicile et d'autant plus chez la personne, entre guillemets, malade ou en dysfonction métabolique, voire en institution, où là, cette quantité de protéines va être compliquée à mettre en place. Parce que sur un plan matriciel, il va bien falloir trouver où les mettre. Et puis, d'autre part, il y aura un coût associé à l'augmentation de la quantité de protéines dans le repas, où je sais, ça peut être aussi un facteur, malheureusement, qui est pris en compte pour pouvoir assurer le besoin, notamment en EHPAD. Exact. Il y a énormément de questions et en même temps, il est déjà bientôt l'heure de se quitter. Enfin, même, il est vraiment bientôt l'heure. Moi, j'avais une question sur quand vous parlez d'isolat ou de concentrat. Du coup,
c'est des choses qu'on ajoute à l'assiette traditionnelle. Comment ça fonctionne, parce que on a bien vu les effets, mais de se dire, est-ce que du coup on bascule dans de l'alimentation ultra transformée, et à ce moment-là, avec les questions qui ont été soulevées par Jean-Michel Le Serre? Alors, quand isolat concentrat, c'est des termes en fait de process industriel, hein. Une poudre de lait, c'est déjà un isolat ou un concentrat. Alors en fait, la seule différence, c'est que là, on se met sur les protéines. Et donc, quand vous êtes un isolat, vous êtes aux alentours de 60-70%. Je crois que c'est l'inverse. C'est le concentrat qui, voilà. Et après, quand vous êtes sur l'isolat protéinique, vous êtes plutôt à 80% de protéines dans la poudre que vous avez devant vous. Donc, forcément, il a fallu un process industriel, alors, qui est divers et varié. Mais dans le lait, ça, on trouve des isolats et des concentrats. Quand vous avez des poudres de caséine ou des poudres de lactosérum ou des poudres de protéines totales de lait, vous êtes déjà sur ces process. Alors aujourd'hui, avec effectivement la demande sociétale, économique, politique, de plus en plus d'isolats et de concentrats de diverses origines végétales sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Bon, une fois que vous avez ça, c'est à vous de décider comment vous allez l'utiliser. Alors, quand je parle de fortification, alors ça, c'est simplement que vous avez par exemple devant vous une soupe, je prends cet exemple-là, hein, dans lequel vous allez rajouter, je sais pas moi, 2 cuillerées d'isolat ou de concentrat. Donc, vous allez enrichir en protéines, sans forcément augmenter le volume, votre soupe avec ces protéines végétales. Alors, est-ce que c'est du transformé ou pas? Alors, on peut dire que c'est du transformé parce que forcément, on a fait du cracking de manière à isoler les protéines. Mais une fois qu'on fait la mise en œuvre, moi, je considère pas comme étant une transformation supplémentaire associée à l'aliment ou le repas qu'on va faire. Ensuite, vous pouvez utiliser ces poudres de protéines pour générer un aliment ou un plat plus complexe. Là, ça peut se faire principalement par la voie industrielle, hein, pour faire, par exemple, un aliment riche en protéines végétales. Vous allez prendre ces poudres, vous allez peut-être rajouter de l'amidon, vous allez peut-être rajouter des matières grasses, d'autres composés. Puis si vous les mélangez, forcément, il va falloir rajouter un petit peu d'eau. Pour faire tenir l'eau, vous allez rajouter peut-être des additifs, etc. Et là, oui, effectivement, on va commencer à rentrer dans un aliment qui sera forcément plus riche, avec plusieurs composés, et également qui est composé de plusieurs petites entités qui font que le nombre d'ingrédients va augmenter. Et là, on peut rentrer dans la classification d'un aliment ultra transformé à ultra transformé. Par contre, après, c'est au choix en fonction du bénéfice que peuvent présenter ce type de produit. Ce type de produit, par exemple, peut être relativement intéressant pour concentrer l'apport protéique sur des populations qui ne mangent pas beaucoup. Donc ça, c'est plutôt un avantage. On peut moduler les matrices alimentaires qui vont faire que ces produits seront mieux masticables, mais puis meilleurs à la déglutition. Quand on parle du senior, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et d'autre part, on peut aussi limiter l'ultra-transformation. Parce que quand on parle de produits ultra-transformés mauvais pour la santé, c'est pas la transformation en elle-même qui est mauvaise. C'est l'agglomération de tous les composés qu'on met ensemble avec des additifs et globalement aussi, on met plus de sucre, plus de gras, etc., qui, eux, ont l'effet négatif sur la santé. Mais c'est pas la transformation de la matière première en elle-même qui est mauvaise. En tout cas, aujourd'hui, on n'en a pas la preuve. Donc, voilà, en fonction de la population, peut-être que dans certains cas, l'utilisation d'aliments transformés et reconstitués ou en fortification peut avoir un bénéfice qui peut être supérieur au risque potentiel associé à ce type de produit. Merci beaucoup, c'est très frustrant, mais je vais devoir clôturer le webinaire sans avoir répondu à toutes les questions, peut-être très rapides, parce que ça, c'est parmi les questions. Je peux rester un peu si vous voulez, hein, si vraiment il y a. Je peux rester un petit peu si vraiment il y a d'autres questions. Il y a des questions, mais j'en ai une là vraiment intéressante, c'est de se dire, est-ce que la supplémentation de protéines végétales entre les céréales et les légumineuses doit s'effectuer sur le même repas, ou si c'est OK sur la même journée, ou si c'est OK sur un temps plus long. Et en particulier chez la personne âgée, mais je ne pense pas qu'on ait la donnée spécifique sur les personnes âgées. Mais ça peut être Jean-Michel. Là-dessus, tout le monde en parle tout le temps.
il n'y a pas de données qui soient établies. Théoriquement, c'est chaque repas qui devrait être complémenté à céréales légumineuses, parce que c'est dans ces conditions-là que la biodisponibilité est la meilleure, etc. Mais probablement, comme un certain nombre d'éléments de la physiologie se déroulent sur un temps plus long, probablement, si ça se passe sur la journée, ça va. En fait, pour être vraiment raisonnable, il faudrait encourager en toutes circonstances chez les gens âgés d'avoir certes une alimentation avec une composante végétale forte, mais de rester ovo-lacto-végétarien. À ce moment-là, vous ne posez plus toutes ces questions qui sont quand même non résolues et qui font prendre, à mon avis, un risque négatif sur la santé globale. Donc voilà, moi, mon point de vue, c'est que voilà, la complémentation sur le repas, pourquoi pas, mais sur la journée aussi, mais dès lors que vous êtes ovo-lacto-végétarien, c'est bon. Ouais. On restera sur ces recommandations du coup simples et Dominique, oui. Je peux répondre parce que j'ai un point de vue un petit peu différent. Je dirais que après, on va raisonner sur le plan théorique. C'est-à-dire que globalement, quand tout va bien, que vous êtes en bonne santé, vous êtes capable d'optimiser votre rapport protéique à peu près dans tous les cas de figure. Donc, c'est votre organisme qui va s'adapter à la qualité de l'apport protéique. D'accord ? Quand vous êtes en situation de moins bonne santé, senior, en âge chronologique un peu élevé, là, par contre, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que l'organisme ne s'adapte plus à l'apport protéique. Donc, et on sait qu'il faut tous les acides aminés pour pouvoir faire une protéine. Donc, du coup, si vous êtes carencé en un acide aminé, notamment avec les protéines céréalières, parce que le problème est surtout là, si vous êtes carencé en un seul acide aminé, c'est-à-dire que si sa concentration n'augmente pas dans le sang, vous ne pourrez pas utiliser les autres acides aminés. Et donc, du coup, vous ne stimulerez pas la synthèse des protéines. Je vous ai mis ce schéma à l'écran pour vous montrer que globalement, l'hyperaminoacidémie, alors ça va dépendre des protéines, de la quantité, etc. Mais globalement, on va avoir des hyperaminoacidémies sur 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures. Ce qui veut dire que si vous dissociez votre apport protéique et votre qualité d'apport protéique n'est pas maintenue sur ces 4 heures, vous prenez le risque, à cause de la présence d'un acide aminé limitant, de ne pas être optimal sur le repas. Et la plupart du temps, on sépare les repas à peu près de 6 heures, hein, voilà, alors, sauf si on grignote au milieu. Voilà, donc du coup, je pense que globalement, quand on est sous un régime alimentaire qui est fait par repas, avec des pauses au milieu, il faut essayer d'assurer un équilibre en acide aminé par repas. Notamment quand on est des populations qui sont... Il vaut mieux ne pas être végétarien. Comme c'est compliqué, il vaut mieux être ovo-lacto-végétarien. Parce que c'est vraiment, vraiment monotone d'être tous les midis et tous les soirs qu'avec céréales légumineuses. C'est épouvantable, quoi. Et c'est aussi beaucoup de travail pour des personnes qui ont sans doute un petit vraiment, pour les seniors. Le côté pratique, moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais effectivement, s'il faut à chaque repas les deux, ce qui est tout à fait juste, il faut les deux pour avoir tous les acides aminés. Franchement, c'est compliqué pour les gens de manger tous les midis du riz et des lentilles et tous les soirs du riz et des lentilles. Moi, ce que j'ai dit, je partage sur la partie plaisir de manger et en même temps. Voilà. Moi, je donnais simplement que si les gens veulent le faire. C'est ça. Moi, je disais simplement que si jamais les gens veulent le faire, ils veulent se compliquer la vie. Dans ces conditions, ils doivent le faire. Après, je reste persuadé, mais on n'a pas de données, que plus on vieillit et plus on est dans un état de santé avec des dysfonctions métaboliques, plus la complémentation ou la substitution de protéines animales par des protéines végétales va être compliquée à faire et plus il va falloir être encadré et éviter les erreurs qui peuvent conduire à une malnutrition protéique et une non-couverture du besoin. Alors, on va clôturer ce webinaire sur un principe de précaution qui est de se dire que la qualité prévaut, la qualité des protéines va vraiment être le cheval de bataille, de façon à bien stimuler la synthèse protéique, la synthèse bien venir soutenir la bonne santé générale.
en se disant qu'il va falloir écouter encore les chercheurs qui vont sans doute encore préciser les choses dans les années à venir, et qu'en attendant, peut-être est-il raisonnable de capitaliser vraiment sur le plaisir de manger, la couverture essentielle des besoins protéiques, avec des protéines de bonne qualité que l'on va trouver, on l'a bien compris, que l'on peut trouver si on n'est pas très fanat de viande, dans le poisson, les œufs, les produits laitiers, ce qui va nous permettre également de couvrir les besoins en calcium, en iode, en zinc. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et encore beaucoup de choses à découvrir. Et en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous l'état de la science. François me charge de vous donner rendez-vous, de vous donner rendez-vous lundi prochain pour le webinaire sur l'alimentation et maladies neurodégénératives. Et moi, en tant qu'Institut Nutrition, je vous quitte en vous donnant rendez-vous à Lyon le jeudi 13 juin à 18h pour une conférence sur le microbiote et seniors, les clés du bien vieillir, à la Cité internationale de la gastronomie. Et vous découvrirez aussi, si vous êtes avec nous, le lauréat du prix Institut Nutrition 2024. Et puis, on vous donne juste une petite information, la Société française de nutrition est en train de préparer des recommandations pour les professionnels de santé confrontés à des personnes végétariennes ou végétaliennes. Donc voilà, ça sera. Il faut aussi faire confiance aux institutions. En fin 2024, j'espère. Peut-être on demandera à Dominique son expertise. Mais c'est ça, il faut faire confiance aux institutions qui cherchent pour être le plus juste possible dans les recommandations dont les professionnels de santé vont se saisir. Donc, en attendant, principe de précaution, effectivement. Et comme François vous l'a dit, nous, on vous retrouve aussi le 28 juin pour découvrir la fresque de la dénutrition. N'hésitez pas à vous inscrire pour nous rejoindre ce jour-là à l'occasion de l'Assemblée générale d'Alim 50+. Je remercie nos deux brillants intervenants. Merci à tous d'avoir été nombreux pour suivre ce webinaire co-organisé par Alim 50+ et Institut Nutrition. Et je vous dis à très bientôt et encore merci à tous pour vos nombreuses et pertinentes questions. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.